Alors, moi, je verrais deux volets. Il y a un volet contemporain. Aujourd'hui, si on nous sort cette campagne islamophobe à l'échelon européen, c'est pas le fait du hasard. Et c'est pas le fait du hasard non plus que la France soit un peu, comme dirait Abd Samad, la tête du serpent. C'est la tête du serpent islamophobe, c'est la France. Elle a contaminé la Belgique, elle a contaminé la Suisse, elle contamine le Canada. Donc il y a un lobby, effectivement, aujourd'hui lié à l'histoire coloniale de la France. On ne peut pas nier. La guerre d'Algérie, elle est en travers du gosier de certains. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un film qui va sortir, là, comment il s'appelle, là, celui qui a fait Indigène, il a ressorti un truc sur le 8, Boucharef. Il a ressorti un truc, ça fait polémique. Les gens de l'OAS sont en train de monter au créneau en disant c'est pas possible, vous n'allez pas toucher de l'argent du ministère de la Culture pour faire un film qui critique la France. Voilà, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Quand on parle du Veldiv, c'est bien, mais quand on parle de la guerre d'Algérie du 8 mai 45, ça, c'est pas bien. Donc, il faut se taire. Donc, il y a une sorte dans la situation contemporaine, il y a une sorte de renouveau des nostalgiques de la guerre d'Algérie, qui en réalité savent très bien que c'est pas l'arabe qui vise, c'est l'association des ulama, c'est les moujahidines. Pourquoi on appelle les indépendantistes ou les résistants en Algérie, ils s'appellent moujahidines? C'est pas le fait du hasard. Quand on parle, moi, mon père, quand il était dans le maquis, on les appelait les moujahidines. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils savent très bien. La France l'a très bien compris en 1830, quand elle est arrivée en Algérie. Elle a commencé à confisquer les mosquées, confisquer l'enseignement de l'arabe et l'enseignement de l'islam, et elle a commencé à fonctionnariser les ulama. Et c'est elle qui a tout géré l'islam pour mieux le contrôler. Donc il y a, disons, sur le champ contemporain, il y a un peu ce fond qui vise, en même temps, et d'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est sous Sarkozy que ça se passe. C'est quand il est arrivé, il a parlé du rôle positif des colonies, la fameuse loi là, de février 2005. On a parlé du rôle positif des colonies. Il a réhabilité un petit peu les gens de l'OAS qui ont commencé à avoir érigé des stèles dans le sud, qui viennent d'ailleurs d'être condamnés par la justice, pour la petite information, pour pouvoir que voilà, la justice est quand même heureusement là pour veiller, pour dire c'est pas possible. Vous pouvez pas avec le denier public financer des stèles à la gloire d'assassins qui voulaient mettre en danger la République. Donc il y a ce fond-là, et il y a en même temps une opportunité politicienne qui consiste à utiliser l'islam et les musulmans comme fonds de commerce politique. Et effectivement, moi j'ai écrit un texte dans fond de commerce, l'islamophobie, fonds de commerce fructueux. C'est vrai, c'est fructueux. Parce que dès qu'ils ouvrent le truc, voilà, ça devient médiatisé, ça donne de l'ampleur, ça ramène les voix de l'extrême droite, ça. Voilà. Donc Sarkozy, il a très bien compris, même Ségolène Royal. Rappelez-vous les élections présidentielles qui ont eu lieu. Sarkozy parle des moutons dans la baignoire, des polygames, des je sais pas quoi, et Ségolène Royal parle des femmes voilées, des femmes violées, des femmes excisées. Donc les femmes voilées et les femmes violées, c'est sur le même ordre. C'est-à-dire qu'ils ont compris que ce truc-là, sur le plan de la psychologie collective en France, c'était rentable politiquement. Donc Sarkozy a couru derrière le Front National, derrière l'extrême droite, et Ségolène a couru derrière Sarkozy. Tout ça sur le dos des musulmans. Donc tout ça, on a senti, avant déjà les élections, qu'on allait être encore les dindons de la farce. Et là aussi, je fais référence à l'article où je l'appelais les musulmans dindons de la farce, sur Oumma, où je dis qu'il y a cette exploitation. La crise économique est dans, la crise financière est dans. Les élections régionales qui viennent de passer ont montré que le Front National, malgré le fait que Sarkozy lui a siphonné ses voix, il est encore vivant, il est encore costaud. Donc, retour aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi? En période de crise, on criminalise l'autre. Maurice Barrès, il avait dit au début du siècle, il a dit quand on veut renforcer l'identité nationale, on s'attaque à l'étranger. C'est exactement ce que fait Sarkozy. Et Sarkozy reprend les propos qui ont été tenus en 1892, qui disaient les Italiens, qui disaient Zola, c'est pas un bon français, il peut pas raisonner en tant que français. Jaurès, Zola, qu'est-ce que c'est? Zola et Dreyfus ne peuvent pas raisonner en tant que français. Et il disait, en gros, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est des propos qui ont été tenus. Et comme par hasard, c'est dans la ville de Maurice Barrès, où Nadine Morano a tenu les propos sur le jeune musulman qui doit se lever de bonne heure, qui ne doit pas parler verlan, qui doit mettre sa casquette à l'endroit et aller chercher du travail. Donc c'est pas par hasard. Donc il y a des symboles comme ça, politiques, qui font qu'il y a une droite réactionnaire qui réapparaît sur le champ politique, une droite nationaliste, raciste, identitaire, qui veut une France blanche judéo-chrétienne et qui criminalise le musulman, parce qu'il y a du passé colonial, il y a même plus loin, on va dire 2 mots sur les origines. Et il y a le contexte politique, qui fait qu'on a besoin d'un bouc émissaire pour étouffer les autres. Et donc la fameuse burqa qu'on nous a sortie, c'est une burqa, en fait, qui camoufle l'incompétence des hommes politiques et qui camoufle la gravité de la situation sociale, la gravité du chômage, la gravité des discriminations. Qui, aujourd'hui, peut nier le fait que les Arabes, les musulmans et les Noirs sont victimes de discrimination?
personne ne peut le nier. Pourtant, personne ne fait ce qu'il faut pour y lutter contre. Par contre, pour nous criminaliser, pour parler de la polygamie, des gens qui viennent de la brousse directement dans les banlieues, de ceux à qui il faut enlever les allocations familiales parce qu'ils sont machins, ça on sait faire. Donc l'islamophobie, elle a effectivement cette réalité qu'elle a deux volets. Elle a un volet contemporain qui vise à instrumentaliser cette question d'islam et de faire peur aux gens avec la question d'islam pour leur faire avaler la pilule de la crise et de la rigueur et les détourner des véritables problèmes. Et il y a un fond, j'allais dire historique, culturel, psychologique, qui est quand même présent, qui est que depuis les croisades, depuis Charles Martel même, depuis 732, depuis ces époques-là, d'ailleurs dans le subconscient collectif, moi je défie quiconque d'aller dans la rue et de poser un certain nombre de questions, y compris la date de la Révolution française, et de les comparer avec 732, tu vas voir que la plupart des gens, 732 c'est Charles Martel, arrête les Arabes au Poitiers. Donc dans le subconscient collectif, c'est un marqueur fort. On a ça, on a les croisades qui ont duré près de 3 siècles pour sortir ces païens, etc., des ténèbres. On a eu les Lumières qui sont venues au nom de la rationalité, civiliser ces barbares qui n'avaient pas d'âme. C'est-à-dire le travail qui n'était pas fini par les curés, par les religieux, il a été repris en main par les gens des Lumières, par les rationalistes, par l'intelligentsia, entre guillemets, par les hommes de science, pour dire, nous, voilà, on est les Lumières du monde. La Révolution française est venue, elle a continué à rajouter une couche en disant, nous, c'est les valeurs universelles, nous, c'est la libération de l'homme, etc., la remise en cause de Dieu. Et comme par hasard, malgré la Révolution française, on a une sorte d'alliance objective entre les religieux et les révolutionnaires pour aller coloniser ces Arabes qu'il va falloir sortir des ténèbres et civiliser. Donc ça veut dire que quand on retrouve les missionnaires, les pères blancs, etc., et l'armée française et les intellectuels de gauche et de droite qui disent, comme Jules Ferry, les civilisations supérieures ont une mission envers les civilisations inférieures. Voilà, donc la boucle est bouclée. Après, bon, voilà, les colonies, pendant effectivement un siècle et quelques, on va dominer, on va mettre des gens qui, parce qu'ils ont une religion particulière, parce qu'ils ont une langue particulière, parce qu'ils ont une culture particulière, on va les inférioriser. Et ce qui me tue, ce qui me fait mal, je viens d'entendre dernièrement, il n'y a même pas 15 jours, quelqu'un qui intervenait dans un débat public, c'est une personnalité intellectuelle connue française, féministe, qui dit « Oui, de toute façon, il y a bien une hiérarchie dans les cultures. » C'est-à-dire qu'ils veulent entériner, faire passer dans la tête des gens qu'il y a une hiérarchie des cultures. Et qu'en gros, la culture occidentale est supérieure aux autres. Parce qu'elle n'est pas polygame, parce qu'elle n'est pas je sais pas quoi, parce qu'elle n'a pas excisé ou elle n'a pas je sais pas quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on instille dans la tête des gens le fait que il y a aujourd'hui, on ne dit pas les races supérieures parce que ça fait trop Gobineau, ça fait trop 19e siècle. Mais on dit les cultures sont supérieures les unes aux autres. En gros, ceux qui ont la mauvaise culture, on a le droit de les éradiquer s'il le faut demain et à leur donner des coups de bâton et des lois liberticides et des lois d'exception pour les amener dans le droit chemin. D'accord ?